Alors, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette séance, nous allons aborder l'expression de la temporalité dans les langues du monde, parce que jusque-là, on s'était focalisé sur l'expression de l'espace tant statique que dynamique. Donc maintenant, la deuxième partie de notre cours, qui normalement prévoyait beaucoup plus de séances, là, on a vraiment une seule séance à disposition. Donc, j'essayerai de vous donner un panorama assez général de l'expression de la temporalité dans les langues. Et nous allons vraiment regarder ensemble les notions clés sur les moyens existants dans les langues pour exprimer la notion du temps. Donc, vous savez bien, comme on l'a dit pas mal de fois, que le temps comme l'espace représente une catégorie fondamentale de la cognition humaine et de l'expérience qu'ont fait l'être humain dans le monde. Et cette catégorie est encodée de manière, disons, plus ou moins complexe dans toutes les langues. De quelle manière on peut encoder la notion de temps? Via la flexion verbale, à travers des connecteurs, par des principes d'organisation discursive, des adverbes, des particules, ou à l'aide de la sémantique du verbe, ce qu'on appelle la valeur lexicale du verbe. Donc l'expression linguistique du temps permet de réaliser trois opérations sémantiques de base. Tout d'abord, localiser une situation sur l'axe temporel, et donc c'est vraiment la notion de temps. Qu'est-ce que ça veut dire localiser une situation sur l'axe temporel? L'axe temporel implique le présent, le passé et le futur. Donc l'année dernière, j'ai fait telle chose, donc on localise la situation sur l'axe temporel du passé. Maintenant, je fais telle chose, on localise la situation sur l'axe temporel du présent. L'année prochaine, je ferai telle chose, on localise la situation sur l'axe temporel du futur. La deuxième opération possible dans l'expression du temps est de décrire le déroulement de la situation linguistique, de la situation dans le temps. Donc ça se fait via la notion d'aspect, donc ce qu'on appelle l'aspect accompli, inaccompli, habituel, incoatif. Donc, par exemple, pour l'aspect accompli en français, on utilise le passé composé. Donc c'est quelque chose qui, c'est un moyen verbal, voilà, qui nous sert à désigner une action accomplie, c'est-à-dire terminée, et qui ne peut plus continuer au-delà de ce moment. Donc par exemple, j'ai mangé une pomme hier dans l'après-midi. Okay, donc ça, c'est une action accomplie. Inaccomplie, j'étais en train de travailler, par exemple. Habituel, je travaillais tous les jours quand j'étais petit, ou j'avais l'habitude de travailler quand j'étais petit. Et en croatif, par exemple, je commençais à travailler. La troisième opération sémantique possible à travers l'expression linguistique du temps est d'indiquer la relation qui existe entre le déroulement d'une situation qu'on peut appeler situation X et le déroulement d'une autre situation qu'on appelle Y. C'est vraiment une relation d'ordre des situations. La situation X qui a eu lieu avant, après ou en même temps, donc en concomitance avec la situation Y. Donc, une fois, donc après, disons, cette partie qui concerne donc les opérations sémantiques réalisables à travers l'expression linguistique du temps, on passe au modèle de Klein qui, en réalité, pourrait analyser l'expression linguistique du temps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi un cadre théorique de nature sémantique indépendant des spécificités de chaque langue. Donc, à ce propos, qu'est-ce qu'il fait l'auteur? Pour un énoncé tel que Marie est heureuse ou Marie ferme la porte,
il distingue entre la situation dénotée, la description de la situation et le marquage de comment la situation est positionnée dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend l'énoncé Marie est heureuse, la situation dénotée est l'état heureux de Marie. La description de la situation est Marie être heureuse. Le marquage de comment la situation est positionnée dans le temps est Marie, c'était est heureuse, donc est au présent, était au passé, pardon, à l'imparfait, sera heureuse au futur. Okay? De même pour Marie ferme la porte, la situation dénotée c'est la fermeture de la porte par Marie. La description de la situation est Marie fermer porte, pardon, et le marquage de comment la situation est positionnée dans le temps est toujours Marie ferme, donc au présent, la porte, ou fermera la porte, ou a fermé la porte, ou fermer la porte. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport au français, c'est qu'en français, on ne peut pas séparer la description de la situation de comment elle est positionnée sur l'axe temporel dans le temps. Parce que toute phrase finie implique un verbe fléchi pour le temps. Okay? Mais d'autres langues n'imposent pas forcément cette contrainte. Par exemple, vous pouvez déjà remarquer la différence si vous essayez de traduire les phrases Marie est heureuse ou Marie ferme la porte dans d'autres langues, par exemple en russe, en chinois, en arabe ou dans votre langue maternelle, et vous allez remarquer qu'il y a des différences, notamment par exemple pour l'absence de la flexion verbale, ce qui est le cas par exemple du chinois. Alors, quel type de moyens on a dans les langues pour marquer la temporalité? Alors, notamment la catégorie grammaticale du temps, donc la flexion verbale, la catégorie grammaticale de l'aspect, ce qu'on appelle l'aspect grammatical, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les notions de accompli, inaccompli, habituel, etc. Donc, c'est toujours une notion qui est encodée dans la flexion verbale. Après, on a un autre moyen pour marquer la temporalité qui est ce qu'on appelle l'Aktionsart, l'aspect lexical ou le mode d'action, qui est encodé dans le sémantisme du prédicat. Okay? Donc, on va vraiment voir la sémantique du verbe. C'est un verbe d'état, si c'est un verbe d'activité qui désigne un procès, événement, etc. On a ensuite des adverbiaux temporels, donc des adverbes du temps, des particules temporelles comme la particule les qu'on peut avoir en chinois, qui est postposée à la base verbale et qui donne surtout une information, une notion aspectuelle. Et on a également des principes d'organisation discursive. Qu'est-ce que ça veut dire principe d'organisation discursive? Ça veut dire que normalement, dans un énoncé, on peut suivre vraiment l'ordre, enfin que l'ordre, on pourrait dire, du discours, non, des éléments dans le discours, reflète l'ordre temporel de la situation. Exemple très concret, si on dit Marie était enceinte et a accouché, ça veut dire qu'elle était d'abord enceinte et ensuite elle a accouché. Et donc, on retrouve le même ordre, si vous voulez, des situations, vraiment dans la phrase, dans la proposition. Donc, voilà. Donc, on a 6 moyens, pour résumer, pour marquer la temporalité de les langues. Donc, la catégorie grammaticale du temps, je répète, la catégorie grammaticale de l'aspect, l'Aktionsart, les adverbes temporels, les particules temporelles et le principe d'organisation discursive. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la notion de temps et aspect selon le modèle de Klein? Alors, Klein définit le temps et l'aspect comme des relations entre 3 intervalles temporels. Si vous voulez, il reprend en quelque sorte les idées fondatrices de Reichenbach, qui décrit 3 repères temporels, mais il les considère plutôt comme des points et pas comme des intervalles temporels. Chez Klein, il s'agit vraiment d'intervalles temporels. Donc, quels sont ces intervalles temporels? Ce qu'on appelle le moment de la parole,
time of utterance, abrégé TU, qui est le repère fondamental, le repère déictique. C'est vraiment le moment où le locuteur s'exprime. Ensuite, on a le moment de la validité de l'assertion, que l'auteur appelle topic time ou TT, comme forme abrégée, et c'est l'intervalle temporel pour lequel le locuteur fait une assertion. On peut asserter par exemple quelque chose en ce moment par rapport au passé, au présent ou à l'avenir, au futur. Okay? Et finalement, on a le troisième intervalle temporel qui est le moment d'occurrence de la situation. Donc, c'est ce qu'on appelle le time of situation, qui est vraiment l'intervalle temporel qui est occupé par la situation dans le temps. Okay? Donc, on a ces trois intervalles temporels. Donc, je répète, le temps, time of utterance, c'est le moment où le locuteur s'exprime. Le topic time, c'est l'intervalle temporel pour lequel le locuteur fait l'assertion. Et le time of situation, c'est l'intervalle temporel occupé par la situation elle-même. Donc, la catégorie grammaticale du temps fait référence à la relation qui existe entre l'intervalle temporel pour lequel l'assertion est faite, donc le topic time, et le moment déictique de la parole, c'est-à-dire le time of utterance, okay, le moment de l'énonciation. Disons que dans le présent, le topic time et le topic et le time of utterance coïncident globalement. Alors que dans le passé, le topic time précède le time of situation. Et dans le futur, le topic time suit le time of utterance. Okay? So, time of utterance, pas time of situation. Okay? Donc, on va voir avec des exemples, comme ça, peut-être ça va être plus clair. Si on prend l'exemple 1, Jean est malade. Okay? On a dit que c'est du présent là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une coïncidence entre le temps de l'énonciation et le topic time. Vous voyez ici, TT est indiqué entre les crochets. Okay? Donc, il y a vraiment une coïncidence entre le moment de l'énonciation et le moment de le topic time, donc le moment de la session, de validité de la session. Quand on a un énoncé, une proposition au passé, Jean était malade. Le topic time précède forcément le moment de l'énonciation parce que l'action, elle a eu lieu avant le moment de l'énonciation. Donc, vous voyez que ici, TU est indiqué par le point d'exclamation, okay? Alors que TT, comme on l'a vu tout à l'heure, est indiqué entre crochets. Donc, TT avant TU. Pour le futur, Jean sera malade. Le topic time vient après le moment de l'énonciation. Donc, le locuteur fait formule, émet une énonciation, un acte de parole, mais en réalité, l'action, elle se déroule après. Donc, ici, le time of situation est indiqué par X. Okay? Et vous voyez ici que, justement, le time, pardon, c'est pas le time of situation, mais c'est le TT. Désolé, je vais modifier tout de suite. TT est indiqué, pardon, après, non, mais c'est vraiment la T-site, parce que c'est vraiment quelque chose qui se passe après. Hein. Et donc, la situation, elle se déroule, la situation c'est X, elle se déroule après le crochet, pardon, après le point d'exclamation, c'est-à-dire le moment de l'énonciation. Alors, il faut faire quand même quelques remarques, parce que le temps grammatical localise la situation dans le temps par rapport à un moment de la parole, tel que le passé. Le temps de la situation précède le temps de la parole, okay, dans le passé. Mais le temps grammatical sert surtout à restreindre la validité de la session à une fenêtre temporelle plus précise. C'est ce qu'on appelle justement le topic time. Okay, si on prend qu'avez-vous remarqué lorsque vous avez regardé dans la pièce? On a des phrases en anglais, la traduction en français.
The light was on. La lumière était allumée. There was a book on the table. Il y avait un livre sur la table. It was irrational. Il était russe. John was dead. Jean était mort. Okay? Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir effectivement que toute la situation, disons, du déroulement de l'action, elle a eu lieu avant forcément le moment de l'énonciation, parce que là, on est dans le cas du passé. Si on regarde la phrase 3, elle part demain pour le Pérou. Ici, on a l'inverse, c'est une action future. Et même si on n'a pas de futur ici, parce qu'on a le présent, c'est l'adverbe demain qui nous fait comprendre que la situation a lieu après le moment de l'énonciation. Il neige depuis 24 heures, c'est encore une autre chose, parce que ça veut dire que c'est une action qui dure depuis, une action, c'est un état qui dure depuis 24 heures et qui a commencé à avoir lieu avant le moment de l'énonciation. Donc là, voilà, vous avez du coup un petit peu, c'est vraiment un petit résumé, hein, parce que vous allez voir que sur Moodle, je vous ai également mis un article de Klein. Évidemment, c'est un article un peu long, disons comme ça, parce que c'est une quarantaine de pages, mais pour vous, il vous suffit vraiment de lire les passages que vous trouvez ici dans ce petit polycopier, ce document Word. Vous n'avez pas besoin de tout lire, hein. Si vous voulez tout lire, tant mieux pour vous. Mais si vous avez besoin, si quelque chose n'est pas trop clair ici dans ce document, vous pouvez regarder l'article de Klein, mais en focalisant votre attention surtout sur les points que nous abordons ici dans ce document. Donc ici, on a vu le modèle de Klein, temps et aspect sur le modèle de Klein, donc c'est ça ce qu'il faut retenir. Qu'est-ce que le moment de la parole, qu'est-ce que le moment de l'assertion et qu'est-ce que le moment de la situation. Donc pour la catégorie grammaticale du temps, on a vu que l'utilité, comment on situe le topic time par rapport au time of utterance, si on est dans le cas du passé, du futur, etc., du présent. Et on a vu aussi l'importance de restreindre la validité de l'assertion à une fenêtre temporelle qui est assez précise. Okay. Alors, la référence temporelle peut se faire ou ultérieurement précisée par d'autres moyens de nature adverbiale et selon 3 modalités qui diffèrent en fonction du point de repère choisi. Donc on peut avoir par exemple des adverbes qui réfèrent au temps de manière déictique, notamment quand on a des adverbes tels que hier, aujourd'hui, demain, de manière anaphorique par rapport à un repère qui est établi dans le discours précédent, le lendemain. Si on dit le lendemain, ça veut dire qu'on a parlé avant du jour en question, du jour précédent, de la veille. Ensuite, ça veut dire qu'avant, on a parlé d'un tout d'abord, après, ensuite, etc. Ou on peut avoir aussi une référence de manière absolue, et ça, c'est le cas à travers des références de calendrier. Donc, quand on a des dates très précises, en 1945, avant Jésus-Christ, etc. Donc là, vous avez des exemples. Il y a 3 jours, cette chanson n'existait pas. Il est maintenant 4 heures. Donc ici, on a un adverbe qui fait référence à la manière déictique. Il est maintenant 4 heures, comme tous les jours à peu près à ce moment. L'été dernier, j'étais au Pérou. Avant, j'avais visité le Chili. Donc, vous voyez, vous avez avant, l'adverbe avant. Et là, il y a une référence anaphorique à l'été dernier. En 52 avant Jésus-Christ, ça c'est quelque chose qui est une référence de calendrier. Donc, c'est un adverbe qui est utilisé, on peut dire, de manière absolue. De même pour le 15 mars de l'an 44, etc. Quelques jours après, il est incinéré sur le champ de Mars. Et donc, quand vous avez des références de calendrier, c'est lorsque, en réalité, le point de repère choisi est un point absolu.
Si vous avez le lendemain ensuite le point de repère choisi est un point anaphorique qui envoie donc un repère du discours précédent et déictique si on a hier, aujourd'hui, maintenant, demain. Une autre chose très importante, c'est qu'il peut y avoir une non-coïncidence entre le temps verbal et la relation temporelle. Les temps verbaux sont utilisés aussi avec d'autres fonctions. Okay? Ici, il faut faire attention parce que le terme temps est ambigu en français. Il peut désigner la notion du temps ou la forme grammaticale qu'il exprime, alors qu'il y a d'autres langues qui font une distinction à deux termes entre time et tense en anglais et Zeit et Tempus en allemand. Okay? Donc, il peut y avoir une non-coïncidence entre les temps verbaux et la relation temporelle. Exemple du temps futur. Jean n'est pas venu. Il sera malade. Okay? Ça ne veut pas dire ici qu'il n'est pas venu et qu'après, il sera malade. Là, c'est plutôt un futur qui est exprimé de manière déductive quand on fait une hypothèse. Okay? Ou le temps imparfait. Si tu étais ici, quel bonheur. Okay? Il serait heureux s'il réussissait à son examen. Vous voyez que l'imparfait n'a pas du tout la même relation temporelle. Okay? Dans la première phrase et dans la deuxième phrase, c'est bien évidemment de l'hypothèse. Il serait heureux s'il réussissait à son examen. Si tu étais ici, quel bonheur. C'est plutôt un espoir, un souhait, un désir. Okay? Donc, il peut y avoir une non-coïncidence entre le temps et la relation temporelle exprimée par le temps. Qu'est-ce qu'on peut dire de la relation grammaticale de l'aspect? Parce que tout à l'heure, on a vu ça, qu'on a dit que Klein, il fait une distinction. Je reviens sur la partie, voilà. Quand il définit le temps et l'aspect comme des relations entre trois intervalles temporels, donc moment de la parole, moment de validité de la session et moment de la situation. Pour la notion d'aspect, l'aspect est très souvent présenté comme une perspective sur une situation donnée qui permet d'envisager la situation de l'antérieur et alors on est dans l'aspect perfectif ou de l'extérieur et alors on sera dans l'aspect perfectif accompli. Klein rend compte de l'aspect grammatical en termes de relation entre le topic time et le time of situation. Disons que la nécessité de considérer un troisième intervalle temporel, time of situation, devient claire dans l'exemple 5, où le topic time, donc le temps de validité de l'assertion et le temps de la situation sont dissociés. On prend l'exemple 5. Hier à 10h, Jean avait quitté Paris. Okay? Donc on a toujours X et le point d'exclamation pour la situation. On a X, ok, topic time, quitté, et ensuite on a la situation. L'assertion ici, dans la phrase hier à 10h, Jean avait quitté Paris, concerne cet intervalle temporel. Hier à 10h. Le temps de la situation est par contre l'intervalle temporel où Jean a effectivement quitté Paris, et ce moment n'est pas pris en compte dans l'énoncé, n'est pas précisé dans l'énoncé. Mais le temps verbal utilisait le présent comme ayant eu lieu avant le topic time. Okay? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, pour la notion d'aspect, Jean avait quitté Paris, ça veut dire que c'est de l'aspect accompli, perfectif. Okay? Hier à 10h, c'est l'intervalle temporel concerné. Okay? Le temps de la situation est l'intervalle temporel où Jean a effectivement quitté Paris. Or, on ne sait pas précisément quand il a quitté Paris, parce que ce moment n'est pas précisé dans l'énoncé. Mais le temps verbal qui est utilisé, donc c'est le plus que parfait, avait quitté, nous fait comprendre, présente l'événement comme un événement qui a eu lieu avant le topic time.
Ok? Donc, avant le moment de validité de l'assertion. L'aspect grammatical permet de présenter une situation en focalisant sur différentes relations temporelles, sorry, time et time of situation, indépendamment de la durée de la situation. Si on prend l'aspect imperfectif, qu'est-ce que ça veut dire l'aspect imperfectif? L'aspect imperfectif est pour ça, pour l'aspect, la distinction entre aspect perfectif et perfectif, ce qu'on appelle l'aspect grammatical, est encodé dans le verbe, dans la flexion verbale. Je vous ai mis quelques pages, c'est un extrait de grammaire méthodique du français où vous avez un panorama un petit approfondissement sur l'aspect grammatical en français. Donc pour l'aspect imperfectif, l'aspect perfectif, normalement, est dit comme inaccompli ou qui n'a pas de borne. Okay? Il faut imaginer l'aspect, un événement imperfectif comme un aspect qui n'est pas accompli et du coup qui n'a pas de borne, sans borne. Pour l'aspect imperfectif, le topic time est inclus dans le temps de la situation. Je prenais une douche lorsque ma mère est entrée à la maison, est arrivée à la maison. À 2 heures de nuit, il dormait. L'année dernière, je prenais une douche tous les jours. C'est une habitude. Okay? Donc ça, c'est l'aspect imperfectif. Et là, c'est le temps de la validité de l'assertion qui est inclus dans le temps de la situation. Pour l'aspect perfectif, le temps de la situation est inclus dans le temps de validité de l'assertion. Il y a 10 ans, je pris une douche. Okay? Donc, la validité de l'assertion il y a 10 ans coïncide avec le temps de la situation, ou bien le temps de la situation est inclus dans le temps de la validité de l'assertion. Pour le parfait, l'assertion concerne un moment postérieur, donc qui vient après, à celui où la situation a eu lieu. Donc le topic time après le temps de la situation. Cheveux mouilleux, j'ai pris une douche. Okay. J'avais les cheveux mouilleux, du coup, j'ai pris une douche. Marie est sortie, elle n'était pas là. Pardon, dans la première, c'est parce que j'avais les cheveux mouilleux, j'ai pris une douche. Hein. Cheveux mouilleux, j'ai pris une douche. Ok. Donc la situation, c'est que le topic time est après le temps de la situation. Marie est sortie, elle n'est pas là. Topic time après le temps de la situation. Pour le parfait qui est pour l'aspect prospectif, non, qui fait référence à quelque chose qui va arriver. L'assertion concerne un moment antérieur à celui de la situation. Donc, on dit quelque chose avant que la situation se passe. Je vais prendre une douche. Au moment où je parle, je n'ai pas encore pris la douche, mais je vais la prendre après. Okay? Alors, d'autres auteurs font des distinctions plus fines en utilisant parfois une terminologie différente pour parler de l'aspect grammatical. Donc, par exemple, ici, vous avez la classification des oppositions aspectuelles selon Conry, qui fait la distinction entre perfective, habitual, imperfective, continuous, non-progressive, progressive. Notamment, ça c'est plus clair surtout pour l'anglais, qui a cette forme progressive qui est très exploitée, pas que au présent, mais disons tous les temps, parce que même au passé, on peut la trouver. Donc, pour le perfective, par exemple, John worked here, John has worked, John a travaillé, John travailla. Okay? Donc, on a normalement, en français, on a ça. On a le présent, pardon, le passé simple ou le passé composé pour exprimer l'aspect perfectif. Habitual, John used to work here. Donc, c'est une habitude dans le passé. John travaillait ici. John avait l'habitude de travailler ici. Et en italien, par exemple, c'est comme en français. John lavorava qui pour dire John travaillait ici. Pour le continuous, on fait une distinction entre non progressif et progressif. Okay? Non progressif en français. Jean savait que quelque chose se passait. De même en italien, Jean sapeva che
blablabla. Bla, bla, bla. La forme progressive, c'est le verbe, enfin, c'est déjà le mot qui le dit parce que progressive, déjà, on peut penser à la forme progressive de l'anglais, non? Et on est dans l'imperfective, ok? Toujours dans l'imperfective. John was working when the phone rang, par exemple, ok? John travaillait lorsque le téléphone a sonné. E in italien John stava lavorando quando il telefono ha squillato, che pour dire John était en train de travailler lorsque le téléphone a sonné. Donc, des distinctions aspectuelles sont exprimées également par d'autres moyens, notamment par des périphrases verbales, des adverbes ou des affixes verbaux. Par exemple, il commence à travailler, il commence à dîner, il commence à manger une pomme. Ça nous donne l'aspect un croatif, quelque chose qui commence. Il finit de travailler, c'est quelque chose qui finit. Il continue à travailler, qui continue. Il vient de dîner, ok, c'est quelque chose qui vient de se passer. J'en passe souvent nous voir, c'est plutôt une habitude. Et on fait également une distinction entre sauter, sautiller, dormir, s'endormir, donc ça veut dire commencer à dormir et s'endormir de nouveau, donc c'est de la répétition. Toutes les langues présentent un ensemble de moyens complexes pour exprimer les caractéristiques temporo-aspectuelles d'une situation. Mais en réalité, ces langues peuvent différer en ce qui concerne la grammaticalisation de ces moyens temporels partagés. Par exemple, pour les moyens grammaticaux, dans la plupart des langues indo-européennes, la flexion verbale encode la référence au temps. Donc, on fait une distinction entre verbes finis et non finis, mais pas toujours à l'aspect. Donc, dans la plupart des langues, la flexion verbale encode le temps, mais pas toujours l'aspect. En anglais, par exemple, la distinction entre perfectif et imperfectif est marquée morphologiquement et est obligatoire à tous les temps. Okay? Donc, à tous les temps, on peut faire cette opposition entre les formes simples et les formes progressives en ing. En français et dans d'autres langues romanes, la distinction entre perfectif et imperfectif est possible uniquement au passé à travers l'opposition entre passé composé et imparfait. Donc la périphrase est en train de faire quelque chose et en réalité en français très optionnel. Dans certaines langues, les verbes sont invariables. Par exemple en chinois, les notions temporo-aspectuelles perfectives et imperfectives sont marquées par des particules, des connecteurs ou par des principes d'organisation du discursif. Mais ce n'est pas la flexion, parce qu'il n'y a pas de flexion verbale tout simplement en chinois. Donc ce n'est pas la flexion verbale qui peut donner l'information temporo-aspectuelle. Dans d'autres langues, c'est la référence à l'aspect qui est obligatoire, mais pas autre. Donc ça, c'est pour les moyens grammaticaux. Mais quels sont les moyens lexicaux pour référer à l'aspect? Alors déjà, il faut faire une distinction entre, quand on parle d'aspect, donc comme on l'a vu tout à l'heure, il faut faire une distinction entre ce qu'on appelle l'aspect grammatical et l'aspect verbal. Donc là, on a vu l'aspect verbal. L'aspect verbal se réalise à travers la flexion du verbe. L'aspect lexical se réalise, en revanche, à travers la sémantique, la valeur lexicale du verbe et ses arguments qui expriment des traits sémantiques inhérents à la situation décrite. Okay? Donc, l'aspect lexical, pardon, c'est ce qu'on appelle l'Aktionsart. Notamment, l'aspect lexical donne à la situation décrite un caractère ponctuel, donc quelque chose qui se passe tout d'un coup, ou duratif qui dure dans le temps. Par exemple, tomber, okay, c'est une situation ponctuelle, alors que marcher, ça peut être une situation durative. Télique ou télique, c'est-à-dire soit envisagé comme un point final. Si on dit je mange une pomme, j'ai mangé une pomme, c'est une situation télique parce qu'il y a un point final. Mais si je dis je mange ou j'ai mangé, c'est une situation atélique parce qu'il n'y a pas de point final dans la situation.
Donc la distinction action-verbe est possible dans toutes les langues vu qu'elle dépend de la sémantique du verbe. Donc ici, vous avez un petit schéma qui peut vous faire comprendre, probablement, j'espère, un petit peu mieux la typologie des procès-verbaux d'après Wendler. C'est une classification de la valeur lexicale des verbes. Okay? Donc, on peut avoir, par exemple, pour une situation statique versus dynamique. Normalement, dans les situations statiques, on a des verbes d'état, des verbes qui ne sont pas, bien entendu, des verbes d'activité, qui n'expriment pas l'accomplissement ou l'achèvement d'une action. Okay? Par exemple, être heureux, okay? Ou être grand, comme vous l'avez ici. Duratif versus ponctuel. Duratif, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec marcher, quelque chose qui peut durer de le temps. Et là, vous pouvez avoir un verbe d'état, un verbe d'activité, parce que marcher, c'est un verbe d'activité, d'accomplissement, mais pas d'achèvement, parce qu'on n'a pas le point final. Télique versus atélique. Télique, vous avez pas de verbe d'état, mais pas de verbe d'activité, mais un verbe d'accomplissement, ok, comme fumer une cigarette, construire une maison, et achèvement aussi, comme éclater ou briser une vitre. Là, je tiens à vous faire voir une chose qui concerne la notion de télicité, qui renvoie aux syntagmes verbaux qui présentent une action comme menée à terme, okay? Donc comme accomplie, comme bornée. Donc ici, donc vous avez des exemples, être grand, aimer, connaître, courir, marcher, fumer, pardon. Par exemple, voilà, fumer. Okay? Si on utilise fumer, fumer peut être une situation durative. Mais si je dis fumer une cigarette, j'ai fumé une cigarette, non, ce n'est pas durative, mais c'est plutôt ponctuel ou bien télique. Okay? Même pour éclater, briser une vitre, okay? Ou courir 100 mètres, construire une maison, etc. Alors, il y a quand même des tests pour pouvoir reconnaître si un verbe est un verbe d'activité, d'accomplissement, d'achèvement, etc. Donc, par exemple, pour les processus okay, il n'y a pas de déroulement ni de progression. Donc, ce sont des verbes qui sont incompatibles avec la forme progressive. On ne peut pas dire « je suis en train de savoir quelque chose ». Soit je sais, soit je ne sais pas. Okay? Ce n'est pas une action qui se fait, il y a de la progression du déroulement. Pour les procès dynamiques connaissent un déroulement et une progression d'un début à une fin. Okay? Donc, dans les procès dynamiques, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir l'activité, son borne intrinsèque, plus duratif. Le test, c'est si le syntagme verbal est compatible avec pendant une heure. Okay? On peut dire j'ai couru pendant une heure, j'ai marché pendant une heure, j'ai fumé pendant une heure. Mais on ne peut pas dire j'ai fumé une cigarette pendant une heure. Okay? Ou j'ai couru 100 mètres pendant une heure. Ou j'ai construit une maison pendant une heure. Okay? Donc là, pour les activités, il n'y a pas de borne intrinsèque et duratif. Les accomplissements, ici, okay, borné, donc il y a des bornes, plus duratif. Une fois atteinte la limite, le procès peut être recommencé, mais il ne peut pas être prolongé. Okay? Le test, c'est si on peut utiliser le syntagme verbal avec le syntagme en une heure. Okay? Est-ce que pour les accomplissements, on peut dire j'ai fumé une cigarette en une heure? Oui, bien sûr, tu peux dire j'ai fumé une cigarette en une heure, mais tu ne peux pas dire j'ai fumé une cigarette pendant une heure. Pareil pour courir 100 mètres. J'ai couru 100 mètres en une heure, mais pas j'ai couru 100 mètres pendant une heure. Finalement, l'achèvement, ok, borné, mais pas duratif. Okay? Donc, c'est incompatible avec une expression de durée telle que justement pendant 2 jours, pendant 4 jours, etc. Donc, j'ai brisé une vitre pendant 2 jours. Non, ça, c'est pas possible. Le feu a éclaté pendant 3 jours. Non, ça, c'est pas possible. C'est incompatible
le verbe avec une expression telle que pendant X. Okay. Alors, ne vous inquiétez pas pour cette partie sur la sémantique, c'est-à-dire que pour moi, là, c'est vraiment que vous arrivez à comprendre les grandes lignes, quelle est la distinction entre temps et aspect, et entre aspect grammatical et aspect verbal, oui, aspect lexical, pardon. Vous n'aurez pas, je ne vous demanderai pas dans le passage final, je ne vous donnerai pas une liste de verbes et je vous dirai, écoutez, est-ce que vous pouvez me dire si c'est un verbe d'état, d'activité, d'accomplissement, d'achèvement? Ça, non. Mais ce que je vous demande, c'est que quand vous allez faire la distinction entre temps, aspect et notamment entre aspect grammatical et aspect lexical, de me donner au moins un verbe pour me faire comprendre, par exemple, que vous avez compris que fumer une cigarette, ça ne peut pas être un verbe d'état, mais que ça renvoie à un verbe d'accomplissement. Okay. Donc, Wendler a distingué 4 groupes de verbes d'après leur sens aspectuel. Donc là, vous avez un petit peu plus une description plus détaillée de ce qu'on vient de voir. Donc, les verbes d'état sont des verbes qui se caractérisent par une idée durative, comme être, avoir, aimer. Ils impliquent une continuation de la situation décrite sans changement d'état, donc il n'y a pas de changement d'état. Ils sont non dynamiques. Et puisqu'ils ne tournent pas vers une fin, ils sont également considérés comme atéliques, forcément, parce qu'il n'y a pas un point final. Les verbes d'activité sont des verbes où chaque partie du procès est de la même nature que le tout. Donc, courir, jouer, naviguer, ils sont dynamiques et ils exigent de l'énergie pour se réaliser, pour faire perdurer le procès. Ils n'envisagent pas la fin du procès. Donc, ils sont là aussi les verbes d'activité atéliques, parce qu'il n'y a pas de point final. On peut dire, il a couru pendant 1 heure, il a couru, il a joué pendant 1 heure, etc. Les verbes d'accomplissement sont des verbes dont le procès s'achemine inévitablement. Donc, il y a forcément un point final, un terme. Manger une pomme, courir 100 km. Dans ce cas, il faut de l'énergie, non seulement pour continuer le procès exprimé, mais aussi pour les faire naître, pour les faire aboutir. Donc là, ils sont téliques. Okay. Les verbes d'achèvement, qui à cause de leur caractère instantané, réfèrent au terme ou à l'origine du cheminement. Reconnaître, entrer, tomber, ils sont également téliques et en plus ils possèdent le trait ponctuel qui est lié à l'expression de l'instantanéité. Okay, donc le procès est instantané, ça ne peut pas durer dans le temps, mais c'est instantané. C'est pour ça qu'on parle de trait ponctuel. Donc j'espère moi que tout ça, ça ne vous fera pas peur, hein, parce que je vous ai dit, pour moi l'important c'est vraiment que vous arriviez à comprendre dans les grandes lignes la différence entre temps aspect, et aspect verbal et aspect lexical. Okay. Il y a en outre des adverbes temporels qui contribuent à définir les caractéristiques temporo-aspectuelles du prédicat. Donc, quand il distingue plusieurs catégories fonctionnelles d'adverbes, les adverbes de position, hier, demain, l'année dernière, le mois dernier, les adverbes de fréquence qui indiquent la fréquence des situations. Il va au théâtre rarement, souvent, quelquefois, toutes les semaines, parfois. Les adverbes de durée qui indiquent la durée des situations, pendant 1 heure, de 9h à 10h, de 9h à midi, etc. Et les adverbes de transition entre une situation et une autre situation, entre des parties de la même situation. Rapidement, soudain, lentement. Il faisait beau à 4 heures et puis soudain, un orage a éclaté, par exemple. Des adverbes de contraste temporel, encore déjà de nouveau, qui quantifient et comparent des intervalles temporels alternatifs à celui qui est encodé par la flexion verbale. Dans ce cas-là, la présence d'un adverbe de contraste, comme déjà, peut souligner la dissociation entre le moment de la validité d'assertion et le moment de la situation. Hier à 10h, Jean avait déjà quitté Paris. Là, ça veut dire qu'avant 10h, il avait quitté Paris. Okay. Les adverbes temporels, suivant leur nature et leur position, peuvent contribuer à préciser donc aussi bien le moment, le topic time, donc le moment de validité de l'assertion, et le time of situation, donc le moment de la situation.
Par exemple, ici dans l'exemple 7a, la flexion verbale indique que l'assertion concerne un intervalle temporel qui précède le moment de la parole, forcément, et cet intervalle temporel est ultérieurement réduit à mardi. Okay? Mardi, Jean a fait une pause de 11 à midi. Donc, ça, c'est le moment de situation de 11 à midi. L'intervalle, le moment de validité de l'assertion, est ultérieurement réduit à mardi. Okay? Et on sait bien, parce qu'on a un passé composé, que l'assertion concerne un moment, un intervalle temporel qui précède le moment de la parole, le moment où le locuteur émet son acte de parole. Alors là, c'est aussi intéressant de voir un petit peu quelle est la contribution, par exemple, des adverbes temporels dans 7b, 7d. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. L'année dernière, je suis allée souvent au cinéma. Depuis la mort de tel personnage, je n'ai plus bu une goutte de vin. Okay. Alors, là aussi, longtemps, l'année dernière, depuis la mort, etc., ce sont des adverbes temporels qui nous permettent déjà de comprendre que le moment de l'acte de parole, non, donc le time of utterance, ne coïncide pas, enfin c'est sûr que se situe après le moment, la section. Et on a aussi longtemps qui nous permet, si vous voulez, d'inscrire, pareil pour l'année dernière ou depuis la mort, etc., le moment de la situation, mais aussi de réduire encore plus l'intervalle temporel. Donc on peut avoir également des connecteurs comme avant, après, ensuite, pendant que, alors que, qui nous permettent d'exprimer l'antériorité avec avant, la succession, après, ensuite, et la concomitance, pendant que, alors que. Okay. Un autre moyen très important qui nous permet, non, ici vous avez des exemples du coup, qui nous permettent de décrire la relation d'ordre entre les situations mentionnées. La situation A a lieu avant, après ou en même temps que la situation B. Avant de dîner, il a bu un apéro. Okay, donc situation A avant. Pendant le dîner, il a écouté de la musique classique, donc c'est en concomitance, les deux situations. Il a dîné en écoutant de la musique classique, pareil, c'est en concomitance. Peut-on tirer un glissant comme dans les films où Eva a fermé la porte, puis elle a répondu au téléphone, donc c'est succession. Il est arrivé, il a fait la bise à tout le monde et il s'est assis à la table. Et là, c'est une succession, même si on n'a pas en réalité un connecteur ici, ok? Mais on a vraiment une succession temporelle de l'événement. Il est arrivé, première situation. Il a fait la bise à tout le monde, deuxième situation. Et ensuite, il s'est assis à la table. Alors, finalement, pour conclure, les moyens discursifs, et c'est un peu ce qu'on retrouve ici, hein, dans la phrase 8F, où on respecte, on pourrait dire, l'ordre, c'est un peu le principe d'organisation discursive, c'est-à-dire que dans les séquences narratives, on maintient l'ordre des événements, c'est-à-dire que l'ordre des événements est compatible avec une lecture perfective, interprétée comme coïncident, donc l'ordre des événements coïncide avec l'ordre chronologique des événements. Ici, on a deux exemples en anglais. She became pregnant and married. She married and became pregnant. Dans la première, ça veut dire que avant, elle est tombée enceinte et puis elle s'est mariée. Et de la phrase B, ça veut dire qu'elle s'est mariée avant et ensuite, et après, elle est tombée enceinte. Donc, le locuteur peut choisir certainement de renverser l'ordre des événements, mais en l'absence d'une spécification différente, la succession des événements est interprétée par rapport à l'ordre chronologique. Donc, ce principe discursif est considéré comme la forme non marquée de linéarisation de l'information dans le discours narratif. Et c'est aussi l'un des moyens
le plus exploité et qui est exploité tout de suite chez les apprenants, par exemple, de langue. Quand ils n'ont pas les moyens pour exprimer la flexion verbale, etc., par exemple, ils suivent l'ordre chronologique des événements. Donc, ils mentionnent les événements vraiment en suivant leur ordre chronologique de succession. Donc, cette séance, voilà, vous avez vu dans les grandes lignes, on a vu un petit peu qu'est-ce que le temps, qu'est-ce que l'aspect, etc. Le modèle de Klein surtout. Quels sont les moyens linguistiques qu'on a dans les langues pour exprimer et le temps et l'aspect. Et après, il y a cette partie-là que je pense pourrait vous poser plus de problèmes. Hein. Mais je vous ai mis du matériel aussi sur Moodle que vous pouvez lire. Je vous ai même mis l'article qui a été publié par Bendler si vous avez besoin de plus d'approfondissement. Mais je vous ai dit que je ne mettrai pas d'exercice, je vous demanderai de analyser les verbes et me dire ce verbe il exprime tel ou tel aspect. Non, c'est à vous peut-être de me donner un exemple si vous mentionnez la classification de Bendler. Donc, je reste à votre disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas à revenir vers moi. Donc, je vous répète que pour le partiel final, il y aura juste 2 questions. Une question qui porte sur le diaporama sciences 6 et 7 qui n'a pas été abordée dans le partiel 1 et une deuxième question sur la partie temporalité. Okay. Donc, je reste à votre disposition. Je répète, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin. Merci beaucoup et bonne journée, bonne fin de journée à vous.